Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, c'est un épisode en solo dans lequel j'avais envie d'aborder l'importance des petits pas et l'importance aussi de réaliser à quel point les petits pas sont en réalité des grands pas. Pour moi, tous les enjeux qui sont les nôtres, les choses qui nous challenge, qui nous font peur, qui nous font sortir de notre zone de confort, ce sont des grands mécanismes profonds qui sont derrière ça, que ce soit dans les petites choses du quotidien ou dans des enjeux beaucoup plus importants. C'est pour ça que je dis souvent que je suis la thérapeute des petits riens du quotidien, parce que une fois qu'on a pu définir en fait quels étaient les grands réflexes de protection, quels étaient les grands enjeux inconscients aux manettes derrière nos mécanismes de protection qui nous veulent du bien en réalité et qui nous ont fait du bien à un moment donné de notre vie, arrive toujours un moment où on a d'autres ressources, où on sent que la vie nous pousse un peu à sortir de nos automatismes pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus fluide, de plus adapté aussi à qui on est devenu, à l'âge qu'on a, au goût qu'on a à ce moment-là, au style de vie qu'on a à ce moment-là, parce que finalement tout est mouvement, rien n'est figé et les choses évoluent. Et ce qui était super pour nous il y a 5, 10, 15 ans, 20 ans, ne l'est peut-être pas aujourd'hui. Et ce qui est bon pour nous aujourd'hui ne le sera peut-être plus dans 5, 10, 15, 20, 30 ans en avant. Donc finalement, l'idée, c'est de réussir à s'adapter, de réussir à laisser la nouveauté rentrer. Et tout ça, ça se fait pas sans peur. Et donc, c'est déjà suffisamment confrontant en soi pour ne pas, je trouve, se faire la violence de s'attaquer à des remises à niveau de sa façon de voir, sa façon de faire, sur des sujets qui sont déjà en eux-mêmes hyper challengeants. Alors que sur des petits trucs du quotidien, c'est exactement le même levier qui va être actionné. Ça va être le même enjeu inconscient, profond, énorme sur un petit acte, sur un petit pas, que sur un grand. Et du coup, pour moi, les petits pas sont en fait des super grands pas. Alors oui, je sais, dans le côté factuel, ça peut avoir l'air complètement ridicule. Et je vais te donner des exemples. Je vais te donner des exemples de 3 choses que j'ai faites récemment dans les dernières semaines qui me montre à quel point j'ai cheminé, à quel point j'ai encore du chemin à faire aussi, et à quel point c'est important d'apprendre à vivre, à vivre avec la peur. Non pas une peur qui te fige, qui te terrorise, qui fait que ta vie est rude et que tu te sens en insécurité et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne te parle pas de ça. Je te parle de choses qui te challengent, qui du coup te font peur, et d'apprendre en fait à sauter un peu dans le vide, à se lancer, à y aller, à essayer, à oser en ayant cette peur-là à ses côtés. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Comme par magie », je crois. Il y a magie dans le titre, c'est sûr, de Elisabeth Gilbert, je ne sais pas trop comment on dit. C'est celle qui a écrit « Mange, prie, aime ». Et elle explique que la vie, en fait, qu'on a tous une vie créative, qu'on est vraiment des gens pleins de créativité et que la créativité prend plein de formes et que finalement la vie et le mouvement de la vie et l'essence même de la vie et la joie de vivre résident dans cette créativité-là. Et elle explique bien, j'aime bien comment elle écrit ce livre parce qu'il est un peu rigolo sur le ton, il y a quelque chose d'assez simpliste, c'est hyper vulgarisé, c'est très imagé. Moi, c'est typiquement la manière dont j'aime que les choses soient transmises, ça me plaît beaucoup. Bon, c'est mon petit dharma en gémeaux qui fait ça. Et c'est aussi pour ça que j'aime transmettre avec beaucoup d'images et avec cette simplicité, mais qui est une simplicité apparente. C'est ça la vulgarisation finalement. Parler de manière
simple et accessible de choses qui sont beaucoup plus complexes et profondes qu'il n'y paraît. C'est aussi pour ça que j'adore autant les contes et les dessins animés, parce que sous couvert de jolies images et de petits personnages un peu naïfs, je trouve qu'il y a toujours une sagesse incroyable dans les contes et dans les dessins animés. Bref, je suis en train de lire ce livre, et elle parle de la peur. Et en fait, elle a une image, et je trouve que c'est génial de le dire comme ça, parce qu'elle dit bien qu'on ne va pas se lancer sans la peur. La peur de l'échec, la peur de la réussite parfois, la peur d'être jugé, la peur de se tromper, la peur de faire une erreur, la peur de regretter. Enfin, il y a toutes ces peurs-là qui sont présentes et qui finalement sont des réflexes de notre système nerveux à la base qui va déclencher cette sensation de peur dans le corps où les mains vont être moites, le plexus va se serrer, on va avoir la gorge sèche, des difficultés à déglutir. Tous ces symptômes, on va dire, corporels, physiques de la peur sont lancés par le système nerveux. Et à la suite de ça, notre cerveau se dit « Ouh là là, je crois que ça va pas du tout ». Et il y a un scénario qui va se faire. Et ça va dépendre de nos enjeux inconscients, de notre histoire, de notre parcours, de nos valeurs, etc. etc. Et donc l'idée qu'elle donne, c'est que quoi qu'elle entreprenne, la peur sera toujours avec elle et elle considère la peur comme une précieuse amie qui lui veut vraiment du bien, mais qui finalement est un peu maladroite et un peu relou et un peu finalement limitante. Mais pour autant, la manière dont elle le dit, elle aime beaucoup sa peur. Et donc, quand elle parle qu'elle a un nouveau projet, qu'elle a envie d'écrire un nouveau livre ou qu'elle a d'autres projets autres que de sa vie professionnelle d'écrivaine, elle se fait un peu un discours intérieur et elle appelle ça le tour en bagnole. Et donc, elle raconte qu'en fait, elle explique à sa peur que elle va, ou en fait elle explique à toutes les parts d'elle qu'elle a décidé d'aller faire un tour en bagnole avec sa créativité, que c'est quelque chose qui lui fait envie, qui la fait vibrer, qu'elle est consciente, qu'il y a des risques, que ça peut bien se passer, mal se passer, que ça peut se passer comme prévu ou pas du tout comme prévu, mais qu'en tout cas, elle va monter en bagnole avec sa créativité et que la peur est la bienvenue, qu'elle a tout autant sa place que la créativité et qu'elle-même dans cette bagnole, que par contre elle sera sur le siège arrière, donc elle peut se vautrer, elle peut prendre toute la place sur la banquette arrière, il n'y a aucun problème. Par contre, tu fais partie du voyage, tu es là, je sais que tu me veux du bien, mais tu as interdiction formelle de commenter les choix qui vont être faits quant à l'itinéraire, le trajet, le déroulé de ce voyage en bagnole. T'as interdiction de faire des commentaires, t'as interdiction de prendre des décisions et tu as même jusqu'à l'interdiction de toucher à l'autoradio. Tu n'interfères pas. Par contre, tu viens avec nous. Et je trouve ça chouette d'imaginer ça comme ça, où la peur, c'est un peu une passagère qui est avec nous, qui a vraiment pour mission de vouloir nous protéger d'échecs, de choses qui seraient difficiles à vivre. Elle veut nous préserver, mais on peut aussi avancer alors qu'elle est encore là. Et même si tu attends le moment où tu n'auras pas peur, et pour te dire, ça y est, c'est le bon moment, je suis prête, tu n'iras jamais. Parce que la peur est toujours présente. Parce que c'est juste normal aussi d'avoir peur de faire quelque chose de nouveau, d'avoir peur de sortir de sa zone de confort, d'avoir peur. Et derrière, il y a tout le vocabulaire qui pourra te venir. Donc je vais te donner des exemples de petites choses toutes bêtes qui vont vraiment, pour certains et certaines, paraître ridicules, paraître anodines, parce que c'est des choses pour certaines personnes qui ne posent aucun souci, qui ne suscitent aucune peur, aucun doute, mais genre vraiment rien du tout. Et moi, il y a des choses qui me figent. Alors, ça a l'air ridicule, mais n'oublie jamais, mes petites phrases toutes faites, les faits sont neutres. C'est pas le fait en lui-même qui déclenche cette peur-là. C'est des mémoires de ton système nerveux, de ton passé, de ton histoire, etc. C'est des enjeux beaucoup plus profonds, beaucoup plus intenses, qui se mettent en place au contact d'un événement qui peut sembler parfaitement anodin. Et donc on peut très bien se juger comme étant ridicule, comme étant pathétique, et se dire mais je suis vraiment trop naze d'être dans cet état-là pour un truc aussi débile. C'est pas très constructif déjà, et en plus au-delà de ça, c'est juste pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas ridicule, parce que le ressenti
qui va être intense, il est réel et il est justifié. Il est justifié juste parce que tu le ressens en fait. Et quand tu ressens quelque chose, tu ne peux pas te tromper. Là où tu vas pouvoir te tromper dans l'interprétation, c'est de penser que c'est ce petit événement qui est capable à lui tout seul de générer ça. Il vient juste appuyer sur quelque chose que tu portes déjà à l'intérieur. C'est un déclencheur, ni plus ni moins. Mais en réalité, c'est pas cet événement qui vient causer cette espèce de vide ou de sensation de panique. Une fois qu'on connaît ça et qu'on sait reconnaître ces symptômes-là, on va dire, ça devient plus facile de choisir de passer par-dessus, de se rassurer, déjà en rassurant son système nerveux, c'est-à-dire en rassurant son corps. Parce qu'avant tout, quand on sait qu'on a peur et que ça nous impressionne, on sent des symptômes dans son corps. Je disais tout à l'heure, les mains qui sont moites, le cœur qui accélère, le plexus qui se serre, la gorge qui se serre. Donc on peut aussi boire un grand verre d'eau ou une boisson chaude pour détendre sa gorge, surtout si c'est une boisson qui a quelque chose de réconfortant, parce que ça va venir aussi apaiser le système nerveux. Respirer, prendre une grande inspiration et une grande expiration. Et parfois, quand on est vraiment stressé ou qu'il y a une grande peur, c'est tellement verrouillé au niveau du plexus ou de la poitrine qu'on a même du mal à prendre cette grande inspiration. Ça peut même faire un point, un peu comme un point de côté, mais devant, là, au niveau du creux du plexus, sentir une pointe là qui s'active parce que c'est tellement crispé que d'essayer d'ouvrir ça, ça fait même mal. Donc l'idée, c'est de prendre plusieurs respirations pour que ça lâche, de prendre vraiment le temps d'inspirer au moins 5 secondes, de retenir un petit peu son souffle et de souffler. Et juste de faire ça 3 fois. Ça fait redescendre le niveau de stress dans le corps, ce qui ne veut pas dire qu'on ne reste pas très à l'aise avec la situation à laquelle on s'apprête à se confronter. Mais déjà, le corps, lui, il redescend d'un cran et ça fait du bien, ça apaise. Donc, déjà, de savoir qu'il y a des petites clés pour apaiser les symptômes de la peur, savoir que c'est normal qu'elle soit présente et que ça ne veut pas dire que c'est pas pour nous, qu'on n'est pas capable, parce qu'il y a tout le vocabulaire de non mais fais pas ça, tu vas te faire mal, t'es pas capable, t'y arriveras pas, et qu'est-ce que ça va faire si t'y arrives pas, on va se moquer de toi. Toutes les choses comme ça que chacun en fait va dérouler comme son petit scénario. Et ça, encore une fois, ça dépend de l'histoire qui a été la tienne. L'idée, c'est de reconnaître tout ça et de réussir à se challenger et de réussir à se dépasser. Et souvent pour ça, on a besoin d'être entouré, accompagné, ne serait-ce que pour être challengé en disant « Allez, essaye de faire ça, vas-y, va au-delà de ce truc-là, parce que tu peux, parce que j'ai confiance en toi, parce que tu peux y arriver. » Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aller chercher auprès de ses proches, qu'on peut aussi offrir à ses proches, à ses enfants, à son conjoint, sa conjointe, ses parents, ses amis, et même quelqu'un qu'on connaît pas. Je sais pas, dans un cours de sport, tu viens d'arriver, tu connais personne et tu vois quelqu'un qui est en PLS, ben tu connais pas cette personne, mais tu peux aussi aller lui dire « Allez, viens, on y va !» C'est des choses où c'est important d'avoir cette générosité-là et cet élan en fait d'aller vers les autres, mais vraiment sans rien attendre en retour, juste parce que toi, quand tu es dans une situation comme ça, ça te ferait tellement de bien que quelqu'un le fasse pour toi. Et même si t'es amer parce que personne ne l'a jamais fait pour toi, fais-le pour les autres. Et je t'assure que c'est comme si tu acceptais que cette aide-là existe entre les gens et que du coup, elle va aussi arriver jusqu'à toi parce que ça va changer ta manière de voir. Si tu te dis que les gens sont cons, sont égoïstes, sont individualistes, ce qui est sûrement vrai dans plein de situations au demeurant, mais c'est pas tout le temps vrai. Et chacun de nous peut être parfois individualiste et égoïste dans le mauvais sens du terme, parce que moi j'ai plutôt un bon rapport avec ce mot, mais là dans le mauvais sens du terme, d'être très fermé et de ne pas être concerné par ce que les autres peuvent traverser, ça nous arrive à tous, faut être honnête. Et parfois avec des raisons nobles, j'ai envie de dire, parce qu'on est trop fatigué, parce que ça va pas du tout et que ça demanderait un effort et que cet effort-là, on n'a pas envie de le faire là maintenant tout de suite. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas de se juger, mais de voir qu'on est à la fois cette personne qui peut être très individualiste quand on le reproche à d'autres, mais on peut aussi être cette personne qui est plus altruiste et qui s'ouvre aux autres. Et c'est hyper important d'accepter le soutien, les encouragements et d'accepter de trembler, d'avoir peur et d'avoir quelqu'un qui te soutient. Que ce soit un proche ou que ce soit un professionnel. C'est aussi ça, le métier de thérapeute, de coach, tous ces métiers-là. C'est pas pour rien que les sportifs, ils ont des préparateurs mentaux, des coachs, et que beaucoup de gens vont voir des thérapeutes divers et variés, parce que ça vient
ce sont des personnes qui viennent te montrer les jolies choses qu'il y a à l'intérieur de toi que tu ne sais pas voir, qui viennent aussi, quand c'est des thérapeutes, te montrer les ombres. Mais je repense à la psychologue qui m'a fait mon bilan de compétences, qui m'a montré tellement de choses que j'ai en moi, en compétences que j'ai acquises par mes études, mes différentes expériences, mais aussi des compétences que j'ai de manière innée, qui sont aussi des qualités que je vais posséder. Et ce sont des choses que j'avais pas vues comme ça. Et que par son regard extérieur et ses encouragements, je me suis rendu compte que j'avais tout ce qu'il fallait pour faire un métier qui a du sens pour moi et pour devenir thérapeute. Donc c'est important aussi d'accepter cette aide-là. Et dans les exemples que je vais te donner, j'ai jamais été toute seule en fait dans tout ça. Parfois c'est venu sans que je demande, et parfois c'est moi qui suis allée chercher en fait cette aide-là. Donc je vais d'abord te donner mes exemples et je te donnerai l'exemple de 2 personnes que j'accompagne. Dans les dernières semaines, les choses qui m'ont challengée, si tu me suis sur Instagram, tu le sais, c'est de m'être inscrite à un cours de Heels. Alors le cours de Heels, c'est quoi ? C'est un cours de danse sur des talons. Alors déjà, la danse, pour moi, c'est un challenge. Ça l'a toujours été. Je ne sais pas encore exactement ce que ça vient chercher comme mécanisme à l'intérieur de moi. Il y a quelques trucs que je comprends et je sens bien qu'il y a des choses qui échappent encore à ma conscience. Et je sens bien que j'ai énormément peur d'être pleinement dans mon corps et de bouger et de prendre de la place avec mon corps et de faire des mouvements où peut-être je vais attirer l'attention. Tu sais, quand tu es dans une pièce où rien ne bouge et tout d'un coup, il y a, je sais pas, un courant d'air, il y a un rideau qui s'envole et hop, tu vois un mouvement derrière toi, tout de suite, ça attire le regard. Mais en fait, quand il y a des choses qui bougent, on a aussi envie de regarder. Et danser, ça a toujours été un truc hyper compliqué pour moi. Quand j'étais adolescente, j'allais en vacances en Corse avec ma meilleure amie et ses parents. Et on avait 14 ans les premières années où on y est allé. Et donc, on n'avait pas l'âge de sortir en boîte pour aller danser, faire la fête, etc. Donc, en fait, c'est pas bien, mais on le faisait quand même. On rentrait dans le Club Med qui était sur une des plages là où on était. Et en fait, on allait s'acheter, je sais plus, je crois que c'était des colliers ou des bracelets pour payer en fait les boissons ou une glace ou des trucs comme ça. Et donc en fait, on allait s'acheter des colliers et du coup, on pouvait se prendre un verre, manger un truc et il y avait toujours des soirées en fait organisées. C'était hyper familial, il y avait des enfants, les parents, des animateurs, des machins. Et du coup, il y avait de la musique, on pouvait danser, etc. Et donc, c'était un peu notre manière à nous d'aller en boîte. et en fait, la première fois qu'on a fait ça, qu'on est allé au Club Med pour passer une soirée, en fait, j'en étais malade. Mais quand je te dis que j'en étais malade, j'ai fini par en être malade pour de vrai. C'est-à-dire que j'étais en PLS de me dire on va se retrouver dans une salle avec une piste de danse et il va falloir qu'on aille bouger notre corps sur la musique. Et genre, il n'y a rien qui se passe à l'intérieur de moi à part un espèce de figement incroyable, où tout mon corps se fige, mon estomac se noue. Et en fait, j'en étais tellement malade, j'avais tellement honte en plus de voir que tout le monde, parce qu'on était un petit groupe de, je sais plus, 6-7 ados, tout le monde était hyper enthousiaste, avait hâte d'aller danser, d'aller se marrer, d'aller passer une soirée, de faire la fête, quoi. Et moi, j'en étais, mais malade, et j'avais super honte, j'osais même pas le dire, en fait, que « Ah non, mais moi, j'ai trop peur, ou j'ai pas envie de danser. » Et donc, j'ai commencé à mentir et à dire, mais bien avant qu'on parte pour le Club Med, mais en anticipation, de dire « Ah, je sais pas ce que j'ai ce soir, je me sens pas super bien, je crois que j'ai un peu mal au ventre, ou j'ai peut-être pris un coup de chaud, j'ai peut-être eu un peu une insolation. » Et j'ai commencé à faire genre, je me sentais pas hyper bien pour justifier le fait que j'allais pas être très enthousiaste à l'idée d'aller, oh là là, me bouger sur la piste. Et ben, à force de faire ça, j'ai été malade. Je me suis rendue malade, c'est-à-dire que j'ai fini par vomir, j'ai fini par être vraiment malade, et ça a duré même le lendemain, où j'étais hyper mal, et où en fait je me suis rendue malade dans tous les sens du terme, alors que j'ai 14 ans, et que juste l'enjeu c'est d'aller danser au Club Med, quoi. Donc c'est juste pour te planter le décor et que tu te rendes compte d'où je viens avec cette histoire de danse. Donc depuis, je me suis un peu améliorée, on va dire, je me suis un peu... détendue avec ça, j'arrive à aller faire la fête et voilà,
Je suis pas une grande danseuse, hein, mais au moins à pas être terrorisée d'être debout sur une piste et à me laisser balloter de droite à gauche sur une petite musique et de prendre un micro parce que c'est du Céline Dion et de m'enflammer. Voilà, donc ça, j'arrive à le faire. Mais de là à danser, c'est compliqué. Par la suite, il y a quelques années, j'ai fait des cours de genre Zumba, où il y a des chorégraphies. Et là, bon, on était nombreuses, mais c'était plus du fitness avec finalement des mouvements qui s'enchaînent, etc. On n'était pas dans une chorégraphie où il y a un mouvement qui doit être joli, qui doit être bien fait, qui doit être... Là, c'était un prétexte pour bouger en musique, faire monter le cardio, et voilà. Et déjà, je n'arrivais pas à retenir les chorégraphies. Pourquoi ? Parce que je suis beaucoup dans ma tête et pas beaucoup dans mon corps. Et que du coup, retenir les mouvements et écouter la musique et se laisser porter par la musique et laisser son corps faire parce qu'il a retenu les mouvements, ça c'est un truc qui est super difficile pour moi. Donc j'étais très très nulle à ça. Retenir les chorégraphies, j'étais nulle. Et on faisait 3 fois, pendant 3 mois c'était les mêmes chorégraphies, je n'en ai jamais retenu aucune. Donc ça m'empêchait pas de le faire, il suffit qu'il y ait quelqu'un devant moi qui impulse le mouvement pour que je sache ce qu'il faut faire. C'est comme une chanson, tu sais, que tu connais par cœur, mais genre si t'as pas la chanson en même temps, tu la connais plus par cœur, parce qu'il faut le premier mot du couplet suivant pour que ploup, il y a tout qui déroule. C'est un peu ça quand je danse. Et là, au printemps dernier, dans l'association de sport où je suis, il y a eu un cours comme ça, en mode one-shot, un cours de danse en talons. Et c'est un truc qui m'a toujours attirée. Si tu as écouté l'épisode précédent, d'il y a 15 jours, l'épisode solo d'il y a 15 jours, je t'expliquais ma contradiction entre le taureau et le scorpion. Et le scorpion peut avoir un côté sulfureux, un côté attiré par le côté sulfureux. Donc le côté talon, danse qui du coup... l'idée, c'est des danses qui sont très sexy, qui sont où ça véhicule beaucoup de sensualité, de sexy, de féminin. Il y a quelque chose de très... de très sexy. En fait, je peux chercher 50 000 mots. Et je sens bien que c'est un truc qui me titille, qui me laisse pas indifférente, auquel j'ai aussi envie d'ouvrir un peu la porte. Et pour ça, il faut que je danse. Et du coup, on va me regarder. Et du coup, je suis sur mes talons. Et en fait, j'en suis... mais terrifiée. J'en suis... je sens qu'en fait, il y a tout qui tremble, et j'en ai parlé pas mal sur Instagram, où je sens que ça vient me chercher, mais dans des profondeurs où ça me met en transe d'aller danser, de me dire qu'il y aura sûrement des nanas qui ont fait d'autres styles de danse, mais qui du coup savent danser, savent écouter la musique, savent bouger. Ça, c'est ce que je me raconte, hein. Aussi bien, c'est pas vrai qu'il y a des filles qui savent danser dans ce cours-là. Peut-être juste des filles comme moi qui sont hyper mal à l'aise et qui ont juste envie d'ouvrir la porte à une danse et à un prétexte d'ouvrir à sa féminité, mais d'un seul coup, il faut prendre de l'espace, il faut ouvrir grand les bras, il faut faire des grands mouvements, il faut aller jusqu'au bout, il faut avoir la tête haute. Et là, je me rends compte qu'en fait, je regarde mes pieds. Et donc, ça vient me challenger hyper fort. Donc, cette décision-là, c'est personne qui m'a donné ce challenge. Je me suis dit, moi, j'ai envie de faire ce cours de danse parce que je sens qu'il y a une partie qui me fait envie et je sens qu'il y a une partie qui me fait peur. Et je vais y aller avec la peur dans ma bagnole. Je vais la mettre sur la banquette arrière, je vais pas la laisser décider et je vais la laisser m'accompagner. Mais j'en ai beaucoup parlé à ma copine Swazik qui est la coach sportive de l'association. J'en ai aussi parlé à la prof de danse et en fait, elles m'ont... beaucoup encouragée. Comme j'en ai parlé sur les réseaux sociaux et que j'ai aussi dit que c'était difficile, j'ai reçu vachement d'encouragement. J'ai reçu beaucoup de bravo de faire ça alors que t'as peur. Bravo, mais tu vas y arriver, ça va être super, tu verras, tu seras fière de toi. J'ai reçu en fait ces encouragements-là. Je suis allée les chercher directement et indirectement. Et c'est aussi grâce à ça qu'il y a eu quelque chose de plus confortable, d'avoir des filles en arrivant que je voyais regarder ses pieds aussi, qu'on se regardait un peu en coin, et il y avait un sourire, l'air de dire « Waouh, on est dans le même bateau, on est complètement stressés ». Et en fait, ça fait du bien, et ça aide à dépasser sa peur. Mais on y va avec la peur. Et j'ai fait 2 cours, en plus de ce cours d'essai là, j'ai fait 2 cours. C'était déjà mieux le 2e cours, mais c'était encore difficile. Et le 3e cours, ce sera peut-être plus du tout difficile, ou peut-être que ce sera le 4e, ou peut-être que j'aurai toujours la peur sur la banquette arrière de ma bagnole jusqu'à la fin. Mais c'est pas grave, je le fais quand même. Donc ça, c'est le premier challenge. Un truc beaucoup plus insignifiant. J'ai déjeuné avec mon mari au début du mois, au restaurant à midi, et on
Donc moi, quand je fais ça, quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un pour déjeuner, ça c'est pareil, c'est un peu comme mon truc du Club Med, ça a toujours été impossible pour moi de rentrer dans un endroit, un bar, un restaurant, euh, et en fait d'ouvrir la porte et encore une fois qu'il y a un mouvement qui vienne perturber ce qui est en train de se passer, que les gens se retournent, me regardent et d'être dans ce truc de bonjour, j'ai réservé une table, ou est-ce qu'il y a une table où je viens avec quelqu'un, et en fait je me sens mais dans mes petits souliers, de me retrouver seule en public, c'est hyper dur. Et encore plus quand des gens sont à table, à plusieurs, alors qu'en plus il y a des gens qui mangent tout seuls et genre il n'y a pas du tout de problème, hein. Encore une fois, ça c'est l'histoire que je me raconte. J'en suis malade. Euh, les gens qui me connaissent et qui me connaissent bien savent, genre ma copine Swazik dont je parlais, j'ai déjeuné avec elle il n'y a pas longtemps, je suis arrivée avant elle et j'arrive toujours très en avance pour être sûre d'être la première. Pourquoi ? Parce que comme ça j'attends dehors, j'attends devant le restaurant ou le bar et quand la personne avec qui j'ai rendez-vous arrive, eh ben on rentre ensemble dans l'endroit. Parce que si je devais arriver après, ça veut dire que il faut que je rentre pour voir si la personne que je rejoins est déjà là, ou elle est dans le lieu. Et ça, mais ça me... Je pourrais tourner de l'œil, je pense, tellement ça vient me chercher hyper fort. C'est con, hein. Je vois bien le côté ridicule du truc. Comment de rentrer dans un resto ou un bar, ça peut à ce point mettre mal. Il se trouve que moi, c'est ma réalité, c'est ce que je vis. Et la dernière fois que j'ai déjeuné avec Swazik, j'attendais dehors et comme j'attendais depuis un moment, parce qu'en fait j'étais vachement en avance, j'ai fini par me dire putain ça se trouve elle est à l'intérieur et en fait j'attends justement dehors et en fait elle est dedans. Et donc je lui ai envoyé un message en disant je suis arrivée, est-ce que t'es déjà là ? Elle me dit ah non je suis en retard, j'arrive dans 5 minutes, j'arrive. Et là elle m'envoie mais tu peux m'attendre à l'intérieur si tu veux, avec un smiley, avec un clin d'œil, parce qu'elle sait en fait, c'était vraiment le clin d'œil. J'ai dit non je vais attendre dehors. Et donc quand on est arrivé, elle me fait un grand sourire, un clin d'œil. Elle va pour ouvrir la porte, elle me regarde et puis elle me fait « J'y vais en premier, j'imagine ». Et en fait, elle rentre sans attendre ma réponse et en souriant. Parce qu'elle sait, en fait. Elle sait. Alors, elle me challenge, elle me taquine un peu et en même temps, elle respecte ça et elle m'offre le confort de ne pas me pousser à faire ça. Et donc, encore une fois, c'est pour planter le décor. Et mon mari me dit ce serait cool pour toi que tu ailles m'attendre à l'intérieur du restaurant et que tu restes pas à attendre devant et que tu rentres toute seule. Parce que ça fait des années en fait que ça c'est quelque chose qui te met à mal pour des situations qui sont censées être quand même agréables, qui te font te triturer, de savoir d'être suffisamment à l'avance, tout en essayant de trouver des techniques pour que ce soit à peu près vivable. Et il me dit mais en vrai t'es plus celle que t'étais qui sûrement était vraiment pas capable de rentrer parce que ça venait réveiller trop de peur, mais tu n'es plus cette personne-là. Tu as beaucoup évolué, beaucoup changé, beaucoup avancé, et t'en es capable. Fais-le. Et en fait, il m'a encouragée, challengée, et je me suis retrouvée à être dans ma voiture, à être arrivée, pareil, en avance, en me disant, bon, je vais prendre le temps de respirer. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui se garaient, qui arrivaient, et j'ai pris un temps, j'ai respiré, justement, parce que j'ai apaisé mon système nerveux, parce que j'avais déjà fait ma formation à ce moment-là, et que j'ai vraiment pris le temps de respirer pour faire redescendre mon rythme cardiaque, pour dénouer un peu ce nœud au ventre, et apaiser un peu mon corps. Et je me suis dit, allez, je peux en fait me retrouver seule à une table avec des gens qui sont autour à plusieurs et qui vont rien se dire de moi parce que je suis assise seule à une table et je pourrais même manger toute seule tout le repas, qu'en fait, il n'y aurait pas de problème. Alors j'y suis allée. Et le serveur m'a proposé de manger dehors parce qu'il faisait hyper beau. Du coup, je suis allée, je l'ai suivi, il m'a mis à une table. Je me suis assise, c'était un resto à Quimper avec un cadre incroyable, vue sur l'Audet, donc j'avais vraiment, c'est de l'eau, un fleuve, rivière, je sais jamais, bref. Donc vue, j'allais dire vue mer, mais bon bref, vue de ouf. Tout était vert, on était début octobre, mais il faisait aussi chaud qu'en été. Je me suis retrouvée en débardeur à attendre au soleil, et j'étais hyper bien, et j'étais hyper fière de moi. Et j'ai vu en fait mon mari se garer, et je l'ai vu arriver parce que du coup j'étais dehors dans le jardin en fait du restaurant, donc je l'ai vu, il m'a vu et il a fait un grand sourire parce que du coup j'avais réussi, et il m'a dit ah putain je suis trop fière de toi, je savais que tu pouvais, et en gros il m'a dit mais en vrai est-ce que c'était aussi dur que ce que tu pensais ?
Et ben non, en plus, c'était pas aussi dur que ce que je pensais. Mais il y a eu cette proposition de challenge, le fait qu'il m'ait dit allez tu peux, et puis le côté de je suis fière de moi. Après, si on se dit juste je suis allée toute seule attendre au restaurant, en soi c'est pas un problème. Et pour certains, c'est des pas énormes. Et ça, typiquement, c'est un petit pas, mais qui était un pas de géant pour moi. Et pour te donner d'autres exemples de trucs tout bêtes, il y a une des personnes que j'accompagne euh, qui en a presque pleuré de dire que ça faisait des mois, si ce n'est pas des années, qu'elle n'a pas pris de bain et qu'en fait ça lui ferait un bien fou et qu'elle n'arrive pas à prendre une demi-heure pour elle pour prendre un bain. Et ben elle m'a envoyé une photo hier de sa baignoire remplie en mode je vais dans le bain. Euh, Mon mari prend le relais et je vais juste prendre une demi-heure pour moi. Et elle était trop fière d'elle. Et en fait, et ben, du coup, je lui ai renvoyé un message genre putain, bravo, je suis trop fière de toi. Et ça peut avoir l'air bête et simple, mais ça l'est pas en fait. Donc il y a des moments comme ça qui sont tout petits. J'avais dit une fois à quelqu'un de changer de zone de parking pour aller se garer pour faire ses courses. De juste pas se mettre à peu près au même endroit qu'elle se mettait toujours, mais d'aller à l'autre bout total et de rentrer par l'autre entrée de ce grand supermarché. Et la première fois, elle n'a même pas pu, elle en a pleuré en fait. Et elle est retournée se garer là où elle se garait d'habitude. Parce que dans ses enjeux à elle, de changer une habitude qui la sécurise, ça la terrifie. Et donc en fait, ne sous-estime pas les petits pas que tu peux faire parce qu'en fait, c'est des grands leviers. Et par pitié, sois indulgent, indulgente. Ne te juge pas sur ces petits trucs anodins du quotidien qui peuvent te mettre en PLS. Parce qu'en fait, c'est pas l'acte en lui-même, c'est ce que ça vient réveiller chez toi. Comme d'habitude, j'ai tiré 2 cartes et j'ai tiré 2 cartes qui vont très bien, encore une fois, ensemble, dans les couleurs, dans plein de choses. Donc l'oracle de Johanna, c'est la carte de la solidarité. Et la petite phrase, c'est « J'ouvre mon cœur aux autres ». Et l'autre carte, c'est le 10 de coupe de mon tarot qui est illustré comme un oracle. Et là, on voit une espèce de hamac qui est formé. On ne sait pas trop si c'est un tissu. C'est un tissu qui se transforme en énergie après. Ça fait vraiment presque comme une volute de fumée qui monte. Les couleurs de ce tissu, c'est l'arc-en-ciel. Et on voit en fait un couple de dos qui se tient dans les bras. Et il y a 2 enfants qui jouent au loin. On dirait une plage et ils sont dans l'eau. Il y a 2 enfants qui jouent au loin, qui s'amusent. Et il y a vraiment une espèce d'harmonie. Je sais que les cartes de couple sont reliées à l'émotion. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, qu'il y a de la joie, qu'il y a de la sérénité. Et il y a en fait ce lien aux autres. Et entre la carte de la solidarité et cette carte-là où on voit du soutien, du regard, de la complicité et vraiment de la joie qui en découle avec je pense, ses parents qui sont en train de regarder les enfants s'amuser mais qui en même temps les surveillent et les protègent, eh ben, avec cette idée de j'ouvre mon cœur aux autres, c'est vraiment de comprendre que oui, ça fait honte de dire moi j'ose pas danser à 14 ans, de dire j'ose pas danser, de raconter que j'ose pas rentrer dans un restaurant ou un bar à 41 ans, que j'osais pas, je vais parler au passé, que je me sens pas capable de dépasser mes limites parce que j'aime pas l'eau froide, que je suis frileuse, ah oui je l'ai pas dit, et que je me suis baignée le week-end dernier dans de l'eau à 14 degrés un mi-octobre, enfin le truc j'aurais jamais cru ça et j'y suis allée assez vite et encore une fois avec mon mari qui me disait allez mais tu peux le faire, vas-y, tu comptes jusqu'à 3, tu plies les jambes, en fait tu peux, tu te mets des limites que tu penses ne pas pouvoir dépasser mais tu peux. Donc tous ces petits moments-là où on se dépasse, c'est hyper important de les partager avec les autres. Et si en plus tu oses déposer ta peur et ta honte et mettre des mots dessus, en fait le cri de la honte, c'est le silence, et quand tu mets des mots, tu sors de ta honte. Et du coup, tu peux être aussi accueilli dans ce challenge-là et tu peux du coup être encouragé. Alors peut-être qu'il y a des gens qui se moqueront aussi, parce qu'il y a aussi des gens qui en sont là en fait. Mais l'idée, c'est que tu te prives pas de toute l'altruisme dont les autres sont capables, sous prétexte que certains en sont pas capables. Donc, si je peux te donner un conseil, ne sous-estime pas les petits pas, avance avec ta peur et tu découvriras que tu es beaucoup plus capable que ce que tu crois, et ça, petit à petit, ça viendra changer ta perception et ça viendra agrandir les endroits où tu es confortable. Et ça, c'est hyper,
hyper... c'est transformateur en fait. Et oui, de changer de place à sa voiture et à rentrer par une autre porte, entrer tout seul dans un restaurant, prendre un bain et tous ces petits trucs-là, ce sont des victoires personnelles sur des démons intérieurs qui nous limitent pour à la base nous protéger et qui sont juste en train de nous enfermer. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à quelqu'un à qui tu penses que ça pourrait faire du bien, à qui que ça pourrait encourager, que ça pourrait aider à se dépasser. N'hésite pas à noter le podcast sur Spotify, Apple ou Deezer ou je ne sais pas sur quelle plateforme tu l'écoutes parce que ça aide à la visibilité, à ce qu'il y ait des suggestions, à ce que plus de personnes aient accès aussi à ça. Et puis moi, c'est aussi hyper encourageant. Donc n'hésite pas à me mettre tout plein d'étoiles sur ta plateforme préférée, à t'abonner aussi pour ne pas rater les suivants et vraiment à partager si tu penses que ça peut faire un écho à quelqu'un. Et puis n'hésite pas aussi si tu as envie à me faire un retour sur Instagram pour me dire si ça t'a aidé, si ça t'a fait du bien, si tu t'es reconnu et si quelque chose a pu bouger pour toi après avoir écouté cet épisode. Merci de ton écoute et de ta fidélité et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.